on va analyser ensemble l'épisode 1 de Shirokuma Café, qui est un animé vraiment accessible aux débutants du japonais pour plusieurs raisons. Premièrement, il a un langage plutôt réel, c'est-à-dire qu'il y a, à part 2-3 personnages plus tard dans la série, tout le monde parle de manière plutôt normale. Il n'y a pas de samouraï, de ninja bizarre, de personnages, voilà, un peu à la shonen, vraiment avec des expressions qu'on n'entend que dans les animés. Donc ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir un langage naturel malgré le fait que c'est un animé surréaliste. Vous allez voir, puisque les personnages principaux sont des animaux. Deuxièmement, les situations, en fait, c'est des situations de la vie de tous les jours, c'est un slice of life. Donc ça, c'est très bien pour, pareil, avoir du vocabulaire, on va dire, de base, vraiment, que vous pouvez utiliser au quotidien. Et troisième gros point positif, les épisodes durent alors 24 minutes avec opening et ending, mais ils sont divisés en 2 histoires. Donc dans chaque épisode, il y a 2 histoires de 10 minutes. Et ça c'est bien quand on débute, parce que ça permet de prendre histoire après histoire, 10 minutes après 10 minutes, sachant que généralement on passe bien plus que ça sur un épisode au départ, vu que on connaît pas le vocabulaire, du coup on regarde. L'intérêt c'est de comprendre, donc voilà, 10 minutes ça permet de digérer un petit peu le tout. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé déjà les 50 épisodes, j'ai trouvé ça très sympa. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer en fait exactement comment faire. Alors cette vidéo se destine vraiment aux débutants du japonais. Les seules conditions pour regarder cette vidéo, enfin vous pouvez la regarder dans tous les cas si vous voulez, mais à qui elle sera le plus utile, c'est aux débutants qui maîtrisent déjà les hiragana et les katakana. Si vous maîtrisez pas ça, vous allez avoir du mal à suivre. Et deuxièmement, c'est mieux quand même d'avoir des notions de grammaire de base. Je vais essayer de tout expliquer en partant du principe que c'est une vidéo pour débutants, mais pareil, si vous voulez suivre et que vous n'avez jamais vu une seule phrase en japonais dans votre vie, ça va peut-être être compliqué. On va y aller doucement. Ce que je vous propose, c'est de regarder les 3 premières minutes de l'épisode avec moi et de voir de toute manière si ça vous convient, si le niveau vous convient. Sur ce, on va commencer l'épisode. Alors, pour réaliser cet exercice, je me trouve sur animelon.com, qui est vraiment le site que je vous recommande si vous débutez. Il est vraiment très très bien pour ça. Petit tour rapide en 30 secondes, même si c'est pas le but premier de cette vidéo. Vous avez la vidéo ici, vous avez les sous-titres ici. Très important, cochez japonais et seulement japonais, comme ça vous aurez le japonais pur, donc avec le mélange des kana et des kanji. C'est vraiment ça que vous voulez, pas le reste. Et sur ce, on va attaquer directement l'épisode. Je vais me permettre de passer l'opening pour des raisons de copyright. Donc voilà, ici on a eu le titre. Très important de bien comprendre le titre puisque ça donne énormément de contexte sur l'épisode qui vient. Ça permet souvent de comprendre des phrases pas forcément évidentes grâce au contexte que ça apporte. Voilà, c'était la petite parenthèse titre. Shirokuma Café. Donc déjà on peut voir il y a une partie en hiragana et une partie en katakana. C'est pratique, ça nous permet de séparer les mots. Donc déjà on sait que ça c'est un premier mot. Shirokuma, c'est tout simplement 2 mots en fait qui sont assemblés ici. Premièrement on a shiro qui veut dire blanc et kuma qui veut dire ours. Donc littéralement ça serait ours blanc. En français on dit ours polaire. Donc voilà, Shirokuma ça veut dire ours polaire. Café, ça veut bien évidemment dire café, c'est transparent. Et c'est la particule, elle est où? Voilà, elle est ici, qui indique la direction ou l'objectif. Et on a yokoso qui veut dire bienvenue. Et donc si on assemble le tout, ça nous donne tout simplement bienvenue chez le café de l'ours polaire. Sachant qu'en fait, pour être exact, Shirokuma, on va le découvrir très vite, c'est le prénom d'un des personnages principaux. Phrase très très intéressante. Ce que j'aime bien aussi avec les animés, c'est qu'il y a pas mal de contexte, ne serait-ce qu'avec l'image, qui nous permet de comprendre des choses. Déjà on le voit, il mange une sorte de bambou. Et ça là, ce qu'il est en train de manger, c'est justement sasa. Donc ça, c'est ça, c'est les feuilles de bambou. Pas de panique si vous connaissez pas ce kanji, c'est pas forcément un kanji ultra important quand on débute. Il est relativement commun en japonais, notamment dans les noms de famille. Il y aura un personnage plus tard qui s'appellera Sasako, qui s'écrit exactement avec ce kanji. Mais voilà, c'est pas indispensable de l'apprendre si vous venez de commencer. Donc derrière ça, on a O qui est la particule, donc le particule de l'objet, donc qui vient s'attacher à Sasa d'un côté et à ça de l'autre, qui est notre verbe tabe nagara, pardon. Vous avez reconnu quel verbe c'est
c'est le verbe taberu, qui veut tout simplement dire manger. Ça correspond à ce qu'on vient de voir. Il était en train de manger du bambou, du sasa. Et petite particularité, c'est pas la forme la plus commune. Il est conjugué à la forme nagara. Et nagara, voilà, on l'a ici, ça veut dire pendant que. Donc, si on reprend en français, ça donnerait grossièrement pendant que je mange du bambou, ou tout en mangeant du bambou. Ensuite, on a nanbiri suru, qui est une construction très classique en japonais d'avoir une action suivie de suru. Donc suru qui est le verbe faire, tout simplement, vous le connaissez sûrement. Et nanbiri, si on ouvre le dictionnaire, voilà, ça nous affiche à loisir, insouciant, sans souci. Donc en gros, c'est en mode chill, détente, on se soucie de rien. Suru derrière pour indiquer tout simplement que c'est l'action de faire à détente. On n'a pas vraiment d'équivalent en français. On pourrait dire tout en étant insouciant, ou moi je dirais genre en chillant, quoi. On s'en fout, quoi. Donc si on reprend tout ça, ça serait manger du sasa, donc manger des feuilles de bambou pendant que je chill, pendant que je m'en fous un peu, voilà. Donc ça, c'est la première clause de notre phrase. Et très intéressant, parce que ça, c'est quelque chose de typique du japonais. C'est suivi de ce no. Et toute cette clause du coup qu'on vient de voir, elle est suivie par un no. Alors no, vous le connaissez peut-être pour être la particule qui indique le possessif. Par exemple, si je dis boku no kao, ça veut dire mon visage. Mais ici, c'est le deuxième sens du no qui est utilisé, celui-ci. Il n'est pas présent malheureusement dans le dictionnaire français, il est ici en anglais. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ce no, c'est ce qui permet de prendre tout ce qui vient avant et de le transformer en nom. Alors ça peut paraître complexe dit comme ça, vous en faites pas, c'est juste de la grammaire. En fait, ça permet derrière d'enchaîner avec le reste de la phrase de manière fluide et grammaticalement correcte. Il faut juste, en fait, si vous voulez, que vous imaginez que ce no-là, virtuellement, il englobe tout ça. En fait, tout ça, c'est comme si c'était mis dans une boîte, et que cette boîte, c'était no. Et du coup, avec cette boîte, on va pouvoir facilement enchaîner sur l'autre partie de la phrase, avec le wa, qui est la particule qui indique le sujet / le topic d'une phrase. Donc voilà, ça je le précise bien parce que souvent les débutants font l'erreur. Wa, ce n'est pas l'équivalent de ga, c'est vraiment très différent. Ga, ça indique le sujet d'une action, la personne qui fait l'action, alors que wa, ça indique le sujet. C'est pas forcément la personne qui fait l'action, ça peut, c'est pour ça que parfois ça prête la confusion, mais en gros, ce qui se rapproche le plus en français, ça serait de dire en ce qui concerne. Donc là, si on reprend tout depuis le début, vous allez voir, ça va devenir très clair très rapidement. Ça donnerait un truc du genre, en ce qui concerne le fait de manger du sasa tout en ne faisant rien, donc de manger du bambou tout en ne faisant rien, tout en chillant, et là, on a la fin, saiko, voilà ici, saiko, qui veut dire, alors ça veut dire le plus haut, le meilleur, mais c'est aussi utilisé pour dire, ah c'est vraiment le top, quoi. Comme en anglais, on utilise l'anglicisme, c'est vraiment le top, c'est la même idée. C'est saiko, c'est vraiment le pied, quoi. C'est vraiment top. Da, c'est tout simplement le verbe da. Voilà, ici. Donc le verbe être à la forme pleine. Donc la forme pleine, c'est la forme normale, c'est pas des. Des, c'est la forme polie, je vous rappelle. Et ici, on a une petite particularité des animés. La première, on a un a suivi d'un petit a en hiragana. Alors ça m'avait déstabilisé au début. En fait, c'est tout simplement, je vais vous faire réécouter ce qu'il dit, Panda, et vous allez comprendre. Voilà, il dit saiko dana. En japonais correct, ça serait na. Saiko dana. Donc na qui est juste une particule qui exprime l'opinion en fait. Voilà. Là, ça nous indique l'émotion. Donc voilà, c'est pour transmettre une petite nuance à la phrase. Et il est rallongé avec ce petit A en hiragana. C'est tout simplement... c'est très japonais, c'est pas explicable, vous comprendrez très vite à force de regarder des animés. C'est saiko dana. Voilà. Quand j'explique à la caméra, j'ai l'impression que je suis un petit peu fouillis dans mes propos. J'espère que c'est clair, c'est pas facile d'expliquer tout ceci sans faire d'omission comme beaucoup de livres le font. J'essaie vraiment de vous expliquer les concepts qui sont exprimés en japonais et non pas une traduction vulgaire en français. Parce que ça, effectivement, si vous voulez en faire une traduction vulgaire en français, ça donnerait quelque chose, je présume, du style « Ah, se détendre tout en mangeant
des feuilles de bambou, c'est vraiment le top, c'est vraiment le pied. Ça donnerait quelque chose comme ça, mais ça vous permettrait pas de vraiment de comprendre tout ce qui se passe dans la phrase. Je vais encore faire 2-3 phrases ultra précises comme ça, après on enchaînera un petit peu plus vite. On attaque donc la troisième phrase de cet animé. Ok. Donc ici elle est divisée en 2 parties, ils l'ont mis en un seul sous-titre parce que bon, la première c'est chotto, donc elle prend une pause après. Donc chotto ça veut littéralement dire un petit peu, et c'est utilisé pour dire, en français on dirait plus attends, ou un truc du genre attends. C'est voilà, ici c'est exprimé vraiment, je pense que ça se comprend, je vais vous la refaire écouter une fois, et je pense que juste au contexte, avec les images, on peut deviner. Voilà, c'est chotto, genre attends, tu permets. Voilà, dans le dictionnaire, ça serait plus cela, c'est hey, genre hey, un truc du genre. Encore une fois, ça revient un petit peu sur ce que je disais avant. C'est vraiment des concepts très japonais. Si vous comprenez pas tout maintenant, que vous avez l'impression de comprendre vaguement, c'est très bien, parce qu'à force de vous immerger dans les animés comme ceci, ça deviendra naturel. Il y a zéro souci. J'étais comme vous quand j'ai commencé, je pigeais que dalle, mais ça devient très très naturel à force de regarder des animés et d'essayer de comprendre comme ceci. Donc ensuite, on a la deuxième partie de la phrase qu'on a ici. Mata, qui est ici écrit en hiragana. Et donc ça c'est la petite astuce quand vous regardez le dictionnaire sur Yomi-chan. Généralement, si c'est indiqué en hiragana et que vous avez ceci, le uka, qui veut dire que les mots sont généralement écrits justement en kana, et bah ça va être plus cette signification que celle de dessus. Donc voilà, la première signification de mata, c'est encore ou de nouveau. Mais ici, ça va être l'autre sens, qui va dire ah, il est encore en train de faire ça. Genre, en français, ce serait comme d'hab. Donc, ah, comme d'habitude. Voilà. Chotto, mata. Ensuite, on a konoko. Kono, donc kono, souvent c'est dit ensemble. On en était donc à konoko. Konoko qui est divisé en 2 parties. On peut le voir facilement ici parce que la première partie est en hiragana et c'est suivi d'un kanji. Premièrement, on a kono qui appartient à la même famille plutôt que kono, sono et ano, qui vise à désigner des choses. Donc en français, on dirait ce. Très rapidement, la différence entre les trois. Kono, ça désigne quelque chose qui est proche. Sono, ça désigne quelque chose qui est à moyenne distance. Et ano, ça désigne quelque chose qui est loin. Alors la distance par rapport à quoi? La distance par rapport à la personne qui parle. Donc ici, c'est la distance par rapport à la maman panda. Voilà, la maman panda qui parle ici. Donc konoko, le kono, ça désigne quelque chose qui est proche d'elle. Et ko, du coup, vous connaissez sûrement le kanji, vu que c'est un des premiers kanji qu'on apprend, il est très très simple, et ça veut dire enfant ou jeune. Donc ici, quand elle dit konoko, elle veut dire cet enfant, et évidemment cet enfant, par rapport à elle qui est proche dans la pièce, on a vu, il n'y a que le panda. Donc voilà, konoko, elle désigne le panda qu'on a vu juste avant. Ensuite, on a encore une fois la particule wa, qui indique le sujet de ce qui va suivre dans la phrase. Donc voilà, le sujet de tout ça, c'est konoko, ça on le sait grâce à la particule wa qui y est attachée. Ensuite on a hiruma qui est tout simplement un mot de vocabulaire qui veut dire journée. Hiruma c'est un mot que vous pouvez apprendre en soi, mais là encore on voit la logique du japonais qui est assez incroyable, c'est qu'elle est composée elle-même de 2 mots. Donc le premier mot c'est hiru, voilà, qui veut dire jour, en soi ça veut déjà dire jour, et ma ici qui est l'intervalle de temps. Donc voilà, quand on précise hiruma par rapport à hiru, ça veut vraiment dire durant la journée, ça rajoute la notion un petit peu de temps. Et c'est ça qui est vraiment dingue avec le japonais. Alors là je rentre un petit peu dans le côté geek du truc, mais vous voyez que même si c'est un mot que vous connaissiez pas, ma ça revient souvent, hiru ça revient souvent, c'est assemblé en un seul mot, hiruma qui revient souvent en tant que tel également. Moi ça me fascine, je trouve ça fascinant, le japonais est vraiment fascinant. Donc ensuite, après le hiruma qui veut dire journée, on a kara. Kara, ça veut tout simplement dire depuis. Alors depuis comme en français, avec le double sens, ça peut être depuis en lieu, ou ça peut être depuis une période de temps. Ici c'est attaché à hiruma, donc on peut comprendre que ça veut dire depuis la journée. Alors
Ça peut faire un petit peu bizarre dit depuis la journée. Moi, mon interprétation ici, c'est que ça veut dire depuis si tôt dans la journée. Et ça, pourquoi je vous dis ça, c'est par rapport à la suite, vous allez vite comprendre. Ici, on a goro goro shite. Donc là, on peut voir encore une fois, grâce à la particularité de l'écriture japonaise, que c'est en fait deux mots. Le premier étant goro goro écrit en katakana. Et ensuite, on a shite écrit en hiragana. Et c'est la même construction qu'on a plus haut avec nonbiri suru. Sauf que là, elle est conjuguée. Donc nonbiri suru qui est un adverbe suivi du verbe suru qui veut dire faire. Et ici, pareil, on a goro goro qui est également un adverbe et qui veut dire tout simplement, voilà, là ils disent oisivité, ronronnement. Vous allez voir, on va continuer un petit peu l'animé. Il y a exactement l'image qui définit goro goro. C'est un mot que j'adore, en japonais il est très marrant. Et derrière, on a shite qui est tout simplement suru conjugué à la forme en T, donc suru qui est évidemment faire. Et ça peut perturber aussi au début. C'est vrai que généralement, dans les livres, on voit pas la forme en T sans rien derrière. On apprend qu'on connecte quelque chose derrière, notamment shite imasu ou shite iru pour la forme du dictionnaire. Ici, elle le fait pas parce que on est à l'oral, encore une fois, c'est pas du japonais de livre, c'est pas du japonais d'école, c'est du japonais parlé, donc voilà. Comme en français, où parfois on nommait des choses qui sont un petit peu fastidieuses à l'oral, voilà, on dit pas je n'ai pas, on dit j'ai pas. Et ben là c'est pareil, au lieu de dire shite ilu, elle dit juste shite. Du coup, on va passer à la suite. Je vais vous lire un petit peu plus que sa phrase pour que vous compreniez ce que ça veut dire golo golo. Et après, on reviendra à la phrase suivante directement, pas de souci. Donc, on va passer à la suite pour que je vous montre exactement ce que ça veut dire golo golo. Et ensuite, je vous traduirai toute la phrase ensemble. Le puzzle va s'assembler. Donc, je vais jouer un petit peu jusqu'à à peu près ici, je pense, ou ici. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça. C'est juste pour que vous compreniez très clairement la suite. C'est intéressant d'avancer un petit peu. 掃除の邪魔よ。どきなさい。はーい。お母さん、おかわり。Je vous remontre. はーい。はーい。 Voilà, vous voyez cette action de... Ça, c'est vraiment golo golo par excellence. Et du coup, ça veut aussi dire chill, en mode tu t'en fous, voilà. On peut très bien imaginer quelqu'un qui fait ça sous sa couette. Golo golo, c'est vraiment ça. Donc c'est en sens proche de nonbili qui avait plus haut, donc jusque-là, tout est cohérent. Et si on reprend la phrase en entier, je vous la refais écouter avec l'image. ちょっと。またこの子は昼間からゴロゴロして。 Et voilà, donc si on reprend, ça donnerait quelque chose comme e, donc chotto e, mata konoko, ah cet enfant est encore en train de, hiruma kara golo golo shite, depuis la journée, il est en train de golo golo. Je vais le dire golo golo parce que je pense que vous avez compris ce que ça veut dire maintenant. Et pourquoi depuis la journée? Je pense que c'est juste qu'en fait, sa mère, elle veut dire, c'est pas quelque chose que tu es censé faire dans la journée tu es censé travailler, et golo golo, tu le fais le soir quand tu rentres chez toi après une journée de travail, donc c'est pour ça qu'elle dit hiruma kara. Je pense que nous, dans notre esprit, on aurait peut-être dit quelque chose plutôt depuis le matin, ou si tôt dans la journée, on aurait précisé, mais voilà, ça après c'est des nuances. On enchaîne donc avec la phrase suivante. 掃除の邪魔よ。どきなさい。 Je pense qu'ici, il n'y a pas de grande difficulté à part le vocabulaire éventuellement. Soji qui est le mot pour... Est-ce qu'il y a là le nettoyage, en fait c'est ménage, je sais pas, ils l'ont pas mis là dans le dictionnaire, mais c'est vraiment pour le ménage. No qui est les particules de possession, donc là c'est bien la particule de possession. Donc en gros parmi le ménage, alors c'est la traduction littérale là que je vous fais, hein, c'est pas l'interprétation, on fera l'interprétation plus tard. Jama, très intéressant comme mot, qui veut dire la gêne. Parmi le ménage, la gêne, donc la gêne parmi le ménage, et yo qui est tout simplement la particule rajoutée à la fin pour affirmer un petit peu ce qu'a dit. Donc voilà, c'est encore une particule comme le na plus haut que vous apprendrez vraiment à maîtriser à force de la rencontrer tout le temps et de comprendre vraiment selon le contexte ce qu'elle veut dire. En français, ça serait quelque chose comme un point d'exclamation. On n'a pas vraiment de mot pour ça, enfin on n'a pas de mot pour ça.
C'est vraiment, on va dire, de la ponctuation. Donc là, peut-être que vous avez compris sans comprendre, c'est-à-dire que vous dites, mais ça veut dire quoi la gêne pour le ménage ou la gêne du ménage? En fait, c'est vrai qu'en japonais, selon votre expérience, vous le savez peut-être déjà, mais il y a des choses qui sont très souvent sous-entendues. Là, ce qui est sous-entendu, c'est que avant le soji no jama yo, eh ben, il y aurait un anata wa, donc tu es. Là, c'est sous-entendu, en fait, elle parle de lui par rapport à ce qu'elle a dit dans l'autre phrase, donc elle ne précise pas. Mais ce qu'elle veut dire là, c'est tu es une gêne pour le ménage, et comment on le traduirait en français, ça serait tu me gênes pour faire mon ménage. Ce qui est confirmé d'ailleurs par ceci, qui est tokinasai, qui est tout simplement le verbe doku, que je vous le trouve, lequel c'est, voilà, c'est celui-là. Le verbe doku, si vous voulez le kanji, c'est comme ça, mais souvent on le trouve en kana, donc comme il est écrit ici, en kana, en hiragana, et ça veut juste dire bouge du chemin qu'on fait. Là, il est conjugué à la forme en nasai, qui est pour donner un ordre de manière gentille, enfin on va dire de manière assez gentille. Donc ça serait bouge s'il te plaît, ou pourrais-tu bouger? Donc moi, si j'interpréterais tout ça en français, je dirais quelque chose comme allez, tu gênes le ménage, bouge-toi. Voilà, bouge-toi, dit de manière gentille. 掃除の邪魔よ。どきなさい。はーい。お母さん、おかわり。 Alors ici, je vous passe le hai qui veut tout simplement dire oui. Oka-san, vous connaissez sûrement, ça veut dire maman, donc là il parle à sa mère. Okawari, c'est un mot qui veut dire encore, notamment quand on parle de nourriture. Donc là, on peut voir qu'il a fini son bambou, donc il demande tout simplement plus de bambou à sa mère. Okawari, ça c'est quelque chose que vous entendrez très souvent également. Allez, il n'y a pas de difficulté ici, on enchaîne. どうするの？あなた将来は。 Ici, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout pour ceux qui n'ont jamais fait cet exercice, parce que là, ça nous montre vraiment toute la différence entre le japonais, on va dire, propre des livres et le vrai japonais, puisque cette phrase n'est pas du tout l'ordre dans lequel vous la mettrez à l'écrit, par exemple, c'est vraiment quelque chose de parlé. Je vous la refais écouter un petit peu pour que vous essayiez de voir le timing auquel c'est dit. どうするの？あなた将来は。 Est-ce que vous avez entendu déjà au timing que la phrase était séparée en deux parties? Je vous refais écouter, essayez de trouver les deux parties de la phrase. どうするの？あなた将来は。 Donc la première partie, c'est effectivement do suru no. Do suru no, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment apprendre si vous voulez comme en bloc, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé. Ça veut dire comment tu vas faire. Avec le no, on entend l'intonation qui monte et qui remplace dans ce cas-là la particule K de la question. Donc voilà, grâce à l'intonation, on devine que c'est une question. Je vous le refais écouter encore une fois pour que vous voyez bien que c'est une question. どうするの？あなた将来は。 Voilà, donc c'est une question, do sur le no. Et cette question, elle veut dire quoi? Do, comme ça, ça veut dire comment. Suru, encore une fois, c'est le verbe faire. Et no, ici, c'est... Donc voilà, ici, on l'a expliqué en anglais. À la fin d'une phrase, quand le ton monte, donc comme une question, ça indique une question, tout simplement. Donc si on reprend, ça veut dire comment tu vas faire. Et on a donc la deuxième partie de la phrase, anata shorai wa, et c'est ça que je disais qui est très intéressant, parce que vous vous dites, mais pourquoi il y a un wa à la fin de la phrase? Normalement on fait pas ça en japonais. C'est vrai que normalement on fait pas ça, du moins à l'écrit, on fait pas ça, on n'est pas censé le faire, mais c'est très pratique en fait pour rajouter quelque chose qu'on a omis avant. Je vous rappelle que wa, ça indique le sujet. Et donc là c'est pratique parce qu'elle a posé cette question. Do sur le no. Mais là, vous dites comment tu vas faire, mais de quoi elle parle? Et là, c'est pratique, parce que du coup, grâce à cette forme, on peut voir que le sujet, il vient après. Donc en fait, on aurait inversé en langage écrit. On aurait dit, d'ailleurs, il manque un no, qu'on aurait dit à l'écrit, anata no shorai wa do suru no. Mais ici, comme on parle, je vous refais écouter. どうするの？あなた将来は。 C'est inversé. Elle pose d'abord la question, do sur le no, qu'est-ce que tu vas faire ou comment tu vas faire. Anata, ça veut dire toi. Shorai, ça veut dire futur.
Voilà, je vous le montre ici, le kanji. Donc voilà, ça veut tout simplement dire futur. C'est un mot de vocabulaire très pratique à connaître. Et donc en japonais correct, on aurait dit anata no shorai. Là, elle a omis le no parce que c'est parlé, mais on comprend quand même du coup la phrase, pas de souci avec ça. Et donc elle dit mais comment tu vas faire pour ton futur? En français, on l'aurait dit comme ça. Mais comment tu vas faire pour ton futur? Voilà. Do suru no anata no shorai wa. どうするのあなた将来は Voilà. Anata shorai wa. Et attendez, je suis en train ど de... うするのあなた将来はどうするのあなた将来は どうするのあなた将来は Ok, je viens de remarquer, je vous ai peut-être dit une bêtise. Je pense que je vais le laisser au montage parce que c'est intéressant de comprendre. En fait, c'est vraiment sur de la nuance, hein. Mais c'est quand même intéressant, donc je vais vous le dire. En fait, j'ai dit que là, elle avait omis un no, anata no shorai wa. Mais je pense qu'en fait, c'est pas un no qu'elle a omis, je pense que c'est un wa. Et en fait, elle a omis exprès pour pas dire de wa, mais en fait, à la prononciation, どうするのあなた将来は en fait, alors ça communiquerait un petit peu le même sens que vous disiez anata no shorai wa ou anata wa shorai wa. Mais c'est qu'en gros, elle pose une question, puis après, elle précise deux sujets différents. C'est pour ça qu'elle dit anta shorai. Donc, c'est en mode comment tu vas faire, toi, ton futur. Ça serait quelque chose comme ça en français. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, ton futur? Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est correct non plus en français, mais c'est l'idée qui est exprimée ici. どうするのあなた将来は Je sais que c'est des nuances, je sais que ça peut paraître compliqué, mais je pense que c'est en comprenant ce genre de choses que ça débloque vraiment des situations. Et encore une fois, comme je vous ai dit, même si ça vous semble fouillis, ça deviendra très clair à force de vous immerger et d'écouter toujours et de chercher à comprendre comme ça le sens global de la phrase. Si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. On va enchaîner sur la suite. もうゴロゴロしてる時に将来の話なんかしないでよ。もうゴロゴロしてる時に将来の話なんかしないでよ。 Ok, à partir de maintenant, je vais accélérer légèrement le rythme parce que je pense que des personnes vont mourir d'ennui. Sinon, cette phrase, pas de très grande difficulté, deux petits points. Premièrement, c'est vrai que la phrase est longue. Donc, quand il y a des longues phrases comme ça en japonais, surtout si vous débutez, ce qu'il faut faire, c'est réussir à la diviser de manière à pouvoir la comprendre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher tous les verbes de la phrase parce que vous savez que normalement, les verbes en japonais viennent à la fin des phrases et que du coup, ça permet vraiment de diviser les différentes parties. Ici, le premier verbe qu'on a, c'est goro goro shiteru. C'est exactement celui qu'on a vu plus haut avec la maman qui dit goro goro shite. Et là, le deuxième minime point que je voulais venir avec vous sur cette phrase, petite difficulté qui peut poser souci, c'est la première fois que vous voyez ça, c'est shiteru. En fait, c'est tout simplement shite iru. Donc voilà, c'est la forme T plus iru. C'est juste que quand on parle, eh ben, on enlève le i en fait. C'est long de dire shite iru, donc on dit shite le, voire shite le. Si vous réécoutez bien. もうゴロゴロしてる時に将来の話なんかしないでよ。 Donc là, il y a les sous-titres, donc c'est pas difficile à comprendre que c'est shite-le. Mais si vous écoutez bien ce qu'il dit pas shite-le, il dit pas shite-le, il dit shite-le. Parce que voilà, à l'oral, quand on parle, on va pas dire shite-le, c'est long, on dit shite-le. もうゴロゴロしてる時に将来の話なんかしないでよ。 Donc voilà, shite-le, c'est pour shite-ilu. Et donc si on reprend ça, mo, c'est juste genre mais enfin, c'est vraiment là pour l'interjection. Golo golo shite-le, donc faire golo golo. Ça c'est la première partie de la phrase. Déjà une fois que vous avez compris ça, ça réduit pas mal de difficultés. Donc quand la phrase se finit pas derrière en verbe, c'est que tout le verbe va modifier le mot qui le suit directement derrière. Un peu de la même manière que plus haut, on a eu le no, modifié, vous voyez ici, par un verbe qu'il y avait avant, donc modifié par tout ça. Ici, on a un verbe, et derrière, on a toki. Donc, toki, qui veut dire temps. Voilà, c'est ce kanji, si vous voulez le kanji. C'est vrai qu'ici, il est écrit en kana, je sais pas trop pourquoi, bon, c'est pas choquant, hein, mais
Je sais pas pourquoi, peut-être je pense que quand on parle du temps, vraiment comme un nom, on utilise plutôt le kanji, mais ici en kana, ça veut plus dire quand. Donc le temps, ou en français on dirait quand en fait. On dirait pas le temps où je fais golo golo, on dirait quand je fais golo golo. Donc ici on a ni qui est sans doute la particule qui cause le plus de soucis, même pour moi j'avoue que c'est la particule qui m'a posé le plus de soucis au début. Ça indique en fait la localisation. Alors en anglais c'est un petit peu plus explicite si vous parlez anglais. Mince, vous voyez mal. C'est vrai qu'en anglais c'est un petit peu plus explicite, donc c'est vraiment là cette définition-ci. Donc notamment ici on dirait durant, donc on pourrait traduire tout ça tokini durant le temps, donc pendant que. En français on dirait pendant que. Donc pendant que je fais golo golo, et ensuite on a la deuxième, enfin je vous rappelle, hein, c'est bon, c'est arbitraire ce que je vous dis, mais c'est pour vous permettre de comprendre. Première partie de la phrase, transition vers la deuxième partie, donc qui englobe en fait tout ça. Shorai no hanashi nanka shinai deyo. Ok, ça je pense que c'est assez facile, à part du vocabulaire, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Donc shorai no hanashi ici, qui veut tout simplement dire parler du futur. Hanashi c'est histoire, shorai on l'a vu plus tôt. Là, c'est quelque chose de très intéressant, c'est le nanka, qui est pareil, quelque chose de très japonais qui peut poser beaucoup de soucis au début, mais ça veut tout simplement dire des choses comme, ou en français parlé, moi je dirais des trucs quoi. Genre, si on reprenait, si on reprend tout ça, Shorai no hanashi nanka, moi je dirais des trucs comme les histoires de futur. Voilà, ça serait exactement ça en français. Shinai deyo, qui est la fin. Je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté. Shinai, c'est le, donc faire à la forme négative. Le yo, c'est encore une fois l'espèce de point d'exclamation, on va dire japonais, que vous pouvez utiliser à l'oral. Et le D, c'est la particule D qui est pas forcément évidente. Donc voilà, c'est cette particule-là qui désigne généralement le lieu où se passe une action ou un moyen par lequel se passe une action. Et là, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moyen par lequel se passe une action? C'est par exemple si je dis Densha de Paris ni ikimasu, ça veut dire je vais à Paris par le train. Donc voilà, Densha de. Et c'est à ce sens-là qu'il faut le prendre, donc par le moyen. Et ici, ce qui veut dire, c'est tellement dur à expliquer en français. Putain. Donc il faudrait interpréter ça comme par le moyen de ne pas faire. C'est quelque chose qu'ils disent absolument pas en français. Hein. Mais en gros, si je reprends la phrase tout en entier et qu'on assemble un petit peu tout, on peut comprendre le sens global. Mo, c'est juste c'est bon. Golo golo shiteru toki ni. Pendant que je fais golo golo, shorai no hanashi nanka. Les trucs genre les histoires de futur, les trucs comme les histoires de futur. Shinai deyo. Ça serait fait sans ça. Ne fais pas ça, quoi. Fais sans ça. Shinai de. Donc en gros, ça serait. Donc en gros, en français, on dirait. C'est bon, pendant que je suis en train de golo golo, ne parle pas le truc comme les histoires de futur. Encore une fois, très différent entre la traduction littérale et l'interprétation. J'espère que la traduction littérale vous aide à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans les coulisses des phrases en japonais. Bon, j'avais dit que j'allais accélérer, ça n'a pas été trop le cas ici. On va le faire avec les prochaines phrases, je vais surtout m'attarder sur le vocabulaire et les points de grammaire très durs, mais voilà, je vais commencer à accélérer vraiment. Ici, je pense que à part le vocabulaire, il n'y a pas de difficulté. Hima, ça veut dire temps libre. Ga, c'est la particule du sujet. Aru, c'est le verbe aru. Nara, c'est le conditionnel, donc ça veut dire si. Chotto, là, contrairement à tout à l'heure, c'est pas l'interjection pour dire hey, c'est vraiment pour dire un petit peu. Wa, c'est le sujet. Baito, c'est le raccourci de harubaito, qui veut dire petit boulot. C'est quelque chose que vous rencontrerez très souvent. C'est vraiment un mot qu'ils adorent, les japonais, baito, baito, baito. Voilà, c'est petit boulot. Demo, ça veut dire au moins.
Sagashi nasai. On a encore en verbe à la forme en nasai. Est-ce que vous le connaissez? Même si vous ne le connaissez pas, normalement vous pouvez le deviner. C'est la forme en nasai. Du coup, c'est sagasu, qui veut dire chercher. Donc si on reprend tout, ça donnerait quelque chose du style si tu as du temps libre, cherche au moins un petit boulot. Si tu as du temps libre, cherche au moins un petit boulot. ゴロゴロするのに忙しいから後にするよ。 Ici, je pense pas trop de grandes difficultés, à part le noni éventuellement. Donc, et, vous avez pu l'entendre à son accent, c'est juste une interjection. Hein, voilà. Golo golo suru, bah, c'est toujours le même. Hein. Et noni, c'est. Alors, ça veut dire pendant. Ça veut dire alors que, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas vraiment de traduction exacte ici. On pourrait aussi le traduire par quelque chose parce que. Voilà, c'est ce genre de choses. Et en fait, si vous voulez rentrer encore un peu dans le truc un petit peu geek, très rapidement, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Le no, c'est le no qu'on a vu tout à l'heure de nominalisation. Donc ça transforme tout ça en nom et c'est suivi tout simplement de la partie ni. Donc en gros, ça veut dire, en gros, en prenant en compte ceci, parce que ni c'est, je vous rappelle, la cible. Donc la cible, ça indique le no qui indique golo golo suru. Donc voilà, mais en prenant en compte que je golo golo, vous allez voir après, mon interprétation sera peut-être un petit peu plus claire. Isogashi kara, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Isogashi, ça veut dire occupé. Kara, ça veut dire parce que, donc là c'est l'autre sens de kara, on a vu tout à l'heure que ça veut dire depuis, ça veut également dire parce que. Donc voilà, c'est le deuxième sens de kara, extrêmement courant. Atoni, ça veut tout simplement dire après. Et bon, là, le dictionnaire nous indique carrément que c'est une expression atoni sele, qui veut dire en fait faire après. Donc sele, c'est faire, et yo, effectivement, la particule. Donc, ça nous donnerait quelque chose, du coup, comme je le refais écouter. ゴロゴロするのに忙しいから後にするよ。 Mais puisque je suis occupé à faire golo golo, je le ferai plus tard. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi la maman est énervée ici. Bon, allez, on fait encore 2-3 phrases. Bon, on va rester ici, comme ça, je vais enchaîner plus vite. Ah, comme vous avez pu voir, c'est juste interjection. Suwanai, c'est la forme négative du verbe su, qui veut dire aspirer. Est-ce qu'on l'a là? Donc on a inspiré, sucer, donc voilà, ah voilà, on l'a ici. Aspirer. Donc voilà, on peut su du tabaco, donc fumer du tabac, mais on peut également, là vous l'avez vu, voilà, l'aspirateur, il avale, enfin il aspire plutôt, et suanai c'est la forme négative, D c'est encore la même construction qu'on avait plus haut, avec le shinaide, donc ne fais pas ça, suanaide, n'aspire pas. Donc c'est genre, sans aspirer, donc c'est vraiment n'aspire pas. Vous comprenez peut-être là, à force de voir les nuances, c'est ça qui est beau avec les animés, à force de voir, on comprend toutes les petites subtilités qui paraissent un petit peu obscures au début. Bon, là encore une fois, c'est juste l'interjection. どうしてお母さんはゴロゴロする忙しさがわかんないんだろうな。 Ok, ça va être la dernière phrase qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui voudront la suite, demandez-le-moi dans les commentaires. Et si je vois que c'est populaire, je vous ferai la suite, il y a zéro souci. Moi, je kiffe faire ça. Pas très compliqué, doshite. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure. Je vous disais, c'était comment ou pourquoi. Donc là, c'est plutôt dans le sens pourquoi. Okasan, c'est maman. Wa, c'est le sujet. Donc là, le sujet, c'est maman, pardon. Golo golo suru, ça doit être la troisième ou quatrième fois qu'on le voit, je pense que vous connaissez à le comprendre. Isogashi, ça c'est légèrement intéressant. Donc vous vous rappelez de Isogashi, Isogashi qui veut dire occupé, je vous le fais écouter. Isogashi. Isogashi.
Voilà, il prononce mieux que moi, évidemment. 忙しい Isogashi. Et en japonais, quand vous prenez des... alors, on appelle ça en français des adjectifs en i. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer le i final, celui-ci là, par un sa. Vous voyez là, c'est isogashi sa au lieu de double i. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça transforme l'adjectif en nom. Donc, en gros, l'adjectif qui veut dire occupé, et bah là, ça s'est transformé en nom. Donc, en français, on n'a pas de nom, il me semble, pour ça. Ça serait juste le fait que je sois occupé. Voilà. Ensuite, ga, qui est la particule qui indique le sujet de l'action. Ça encore, c'est intéressant, peut-être que je vais vous expliquer. Je sais pas à quel niveau je dois rentrer dans les détails ou rester en surface. J'espère que ça vous convient. Wakanai, ça aussi c'est très intéressant. Je vais jamais en finir. Il y a trop de détails, mais c'est fascinant. Ça m'avait posé énormément de difficultés au début. Wakanai. Parce que wakanai, ça n'existe pas en japonais dans les livres. En fait, wakanai, c'est quelque chose de très japonais qui est de remplacer en son par ce N là. Si je vous dis que ce N, en fait, c'est à la place d'un la. Wakaranai. Wakaranai. Wakanai. Wakaranai. Wakanai. Voilà, c'est tout simplement le verbe wakaru. Bon, ici, il est indiqué dans le dictionnaire, ça l'est pas toujours. Donc voilà, ça nous dit que c'est une expression effectivement à l'oral, qui veut dire je ne comprends pas. C'est tout simplement le verbe wakaru à la forme négative, wakaranai à la forme parler où on remplace le la par un n, wakanai. Et le petit point intéressant que je voulais dire avec le ga, c'est que le sujet de l'action ici, c'est pas panda qui ne comprend pas. Alors en français, si, mais en japonais, c'est pas ça. En français, c'est le fait que je sois occupé à faire golo golo n'est pas compris. Alors ça n'a zéro sens dit en français, mais c'est vraiment l'idée qui est exprimée en japonais. Il faut que vous arriviez à voir ce genre de choses pour comprendre vraiment le sens. Ici, le petit n, souvent c'est enseigné dans les livres, en fait c'est le no de nominalisation qu'on a vu pas mal de fois plus tôt dans cette vidéo, qui, encore une fois, à l'oral, est raccourci. En français, en japonais, un peu plus correct, on a dit wakaranai no taro ou no desho. Mais comme on parle, voilà, on enlève le no, on dit juste wakanai. Et c'est enchaîné avec le daro qui est la forme volitionnelle, je suis pas sûr de comment dire en français, du verbe da, donc du verbe être, et on a encore une fois la particule na. Du coup, je la rejoue une fois. どうしてお母さんはゴロゴロする忙しさがわかんないんだろうな。 Donc voilà, ça vous pouvez le retenir en bloc, le daro na. En fait, c'est souvent quand on pose une question, enfin plus souvent d'ailleurs quand on se pose une question à soi-même, là, bah, il se pose une question à lui-même, hein. Il est là, il marche dans la rue, il se parle à lui-même. C'est un des usages de la forme volitionnelle, comme ça. Je vais peut-être chercher comment on dit. Ok, donc en français c'est le volatif. Et donc la forme volatif, souvent on enseigne dans les livres que ça sert à exprimer la volonté. Effectivement, c'est la première chose que ça exprime quand on dit ikimasho, ça veut dire allons-y, je veux y aller, allons-y. Mais quand c'est utilisé avec le verbe da, donc que ce soit daro ou desho, c'est pour se poser une question. Donc ici, daro, non, ça veut dire... c'est vraiment, voilà, pour se poser une question. Il n'y a pas d'histoire de volonté. Ici, c'est vraiment juste... bah voilà, le dictionnaire nous l'indique. Alors encore une fois, en anglais, c'est vrai que Michan en anglais est beaucoup plus puissant qu'en français. Donc si vous parlez anglais, installez-le en anglais. I wonder, donc je me demande. Donc daro, c'est je me demande. Et en version polie, c'est desho, qui veut dire exactement la même chose. Doshite oka-san wa goro goro suru hisogashi sa ga wakannai daro. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, le fait très intéressant avec le japonais, j'ai l'impression que je pars partout, c'est horrible. Ce n'est pas la personne qui ne comprend pas, c'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est un petit peu un paradigme différent. Donc en gros ici, il dit pas je ne comprends pas, il dit pas je me demande pourquoi maman ne comprend pas
le fait que je sois occupé à Golo Golo. Ça serait la traduction en français, hein, mais le sens plus proche est effectivement, c'est quelque chose qui ne se dit pas en français, on ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment l'idée exprimée en japonais. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair, et à comprendre. Je suis totalement cuit d'avoir fait cette vidéo, c'était intense, très très intense. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Si ça vous plaît, faites-le moi savoir, je ferai la partie 2 avec la suite de l'animé.